Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver ce soir pour ce dernier numéro de la saison. C'est la saison estivale, ce qui implique beaucoup de déplacements avec ses conséquences. C'est la série noire sur nos routes depuis vendredi dernier. En l'espace de quelques jours, nous avons perdu un peu plus d'une quarantaine de personnes dans des accidents d'une rare violence, impliquant presque systématiquement des poids lourds et les transports en commun, sans compter les blessés graves et toutes les incidences qui vont avec sur la famille notamment et les enfants. Jusqu'à quand continuerons-nous à compter nos morts? Qui est le principal responsable? Où est-ce que ça a déraillé? À quel moment? Et pourtant, il y a une politique menée pour la prévention routière. Une délégation a été créée. On en a parlé sur ce plateau même il y a quelques mois. Que faisons-nous pour réduire le nombre des accidents de la circulation? À quelle réglementation obéissent les chauffeurs de poids lourds? Sont-ils suivis? Les véhicules sont-ils contrôlés? Les bus ou les moyens de transport en commun relevant surtout du secteur privé sont souvent dans un grand état de détérioration. Pourquoi continuent-ils à rouler? L'état de nos infrastructures routières sont souvent mises en cause également. Virages dangereux, chaussées remplies de nids de poules pour ne pas dire parfois des crevasses, manque de panneaux de signalisation. Bref, vous l'aurez compris, nous débattrons de tout cela ce soir avec nos invités. Et pour cela, nous accueillons sur ce plateau M. Belhouli Houssine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chargé de la direction d'évaluation et de l'activité intersectorielle à la délégation nationale de la sécurité routière. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Nous accueillons également le commissaire principal, M. Rachid Razli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sous-directeur de la prévention et de la sécurité routière au niveau de la direction générale de la sûreté nationale. Merci d'être là ce soir avec nous. Et nous accueillons également capitaine Nessim Barnaoui. Bonsoir. Vous êtes chef de bureau de l'information à la direction générale de la protection civile. Vous êtes présent avec nous à chaque fois que cela nécessite. Merci de répondre à chaque fois présent. Bonsoir. Très bien, donc avant d'entamer le débat, je vous propose de faire un round-up avec Nsrine Ben Saidi sur les dernières 72 heures qui ont été meurtrières. De 72 heures, 42 victimes d'accidents de la route et 524 blessés ont été enregistrés à travers le territoire national, selon le dernier bilan établi par la Direction générale de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Constantine, le tragique accident de la circulation qui a eu lieu à Oued-Ourzeg, dans la commune de Bni Hamdan, sur la RN 27 reliant les wilayas de Constantine et Jijel, a fait 18 morts et 11 blessés, dont 9 carbonisés. Dans la même journée, à Bourj Badji Mokhtar, une collision entre un véhicule 4x4 et un camion a fait 9 morts et plusieurs blessés. Cette hausse du nombre des accidents de la route au cours de ces dernières 72 heures est par ailleurs inquiétante. Le facteur humain serait derrière 96% de ces accidents qui ont fait durant ces 5 premiers mois de l'année en cours 1300 morts et 13 600 blessés dans près de 10 300 accidents. Ce phénomène a pris des proportions dramatiques autant pour la société que pour l'économie nationale. Ainsi, le coût moyen annuel des sinistres augmente les finances publiques à autour de plus d'1 milliard d'euros annuellement. Une situation alarmante qui nécessite la prise de mesures draconiennes pour endiguer ce phénomène qui a endeuillé des familles entières. Selon la commission de la sécurité routière, 3 275 personnes sont mortes et 30 000 autres ont été blessées dans des accidents de la route en 2019. Le facteur humain reste le premier responsable de ces sinistres. Voilà, on revient donc sur ce plateau, moins de 48 heures après les terribles accidents de Constantine et Bourj Badji qui ont fait 27 victimes. Un autre sinistre de la route s'était produit dans la nuit de samedi à dimanche dans la vallée du Mzab, faisant 9 morts et 32 blessés, suivi de Tiaret également. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a une recrudescence dans le nombre des accidents de la circulation qui sont d'une extrême violence, hein, Monsieur Belhouli. On a enregistré d'ailleurs durant les 5 premiers mois de l'année 2021, on a enregistré 10 292 accidents ayant causé 1295 tués et 13 664 blessés. Les causes principales de ces accidents reviennent toujours à l'excès de vitesse ainsi que l'inattention et la baisse de vigilance des conducteurs, d'ailleurs respectivement avec des pourcentages 15,08 et 15,07. C'est les deux causes principales relatives au facteur humain. Très bien, alors cette fois-ci, on incrimine surtout les conducteurs des poids lourds, ils sont très présents, en 72 ans on l'a vu, c'est l'hécatombe totale. Est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui la politique nationale menée pour la sécurité routière, capitaine Barnaoui?
Bonsoir. Tout d'abord, heureusement qu'il y a une politique nationale de lutte pour la réduction de ce risque à la vie quotidienne qui revient en force. Donc l'année 2020, comme ce n'est pas une année référence, donc là, on a donné des alertes concernant pourquoi il y a eu une réduction l'année 2020. Donc il y a eu une absence de certaines catégories d'automobiles. Donc les poids lourds, les bus, les déplacements se sont pratiquement arrêtés pendant une durée très longtemps. Donc ce qui a permis à la réduction de ces statistiques. Donc là, on a constaté que, c'est-à-dire quand il y a une forte demande, une forte circulation sur les routes nationales, donc ça revient des accidents de la route et donc ça implique le conducteur, l'automobiliste, le citoyen. Donc il fallait jouer cette année ou profiter durant cette année pour y mettre des analyses, des études et des solutions. Donc, parce qu'on allait revenir pour l'ouverture, après le déconfinement, la réouverture entre les wilayas, donc sûrement à l'arrivée de la saison estivale, où ça augmente toujours à ce moment-là. Le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Ça a été toujours beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements et c'est les pics enregistrés de juin-juillet, notamment le mois d'août. Comme c'est bien signalé le jeudi, ainsi que les horaires entre 16h à 20h. Donc, le facteur humain est la cause la plus principale. Donc, la politique mise en place, donc, que ce soit politique de prévention, de sensibilisation ou de la répression. Donc, ça a donné fruit, ça a stabilisé les chiffres, ne pas augmenter. Entre 2015 jusqu'à 2018-2019, chaque année, on a constaté... 2015, c'était l'année phare, hein. Voilà. C'est là où on a lancé la politique de la sécurité routière. Quand même, il y avait une réduction, une réduction nette, bien précise. Actuellement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais donc, il faut travailler à long terme, à moyen terme et à long terme, comme ça se fait dans tous les pays. Donc, à la mise en vigueur de la délégation nationale de la sécurité routière, donc un organisme qui est spécialisé dans le domaine. Donc, il y a toutes les institutions qui composent cette délégation, donc la sûreté, la gendarmerie, la protection civile, la société civile, etc. Et le citoyen, entre parenthèses, c'est l'élément principal. Toute une éducation à faire à ce niveau-là. Toute une éducation, exactement, qu'il faut travailler à moyen terme en urgence et à long terme pour éviter des conséquences comme des années barrées. Pourquoi on revient à des accidents macabres? Donc, pratiquement, se sont disparus pendant une année ou bien plus, mais à l'ouverture de la saison estivale, on vit pendant 3 jours un scénario macabre où c'est impliqué les bus transportant de voyageurs ainsi que les poids lourds. Quand on dit ça, c'est les conducteurs professionnels, là où c'est un élément. On reviendra sur ce terme précis que vous venez d'utiliser, les conducteurs professionnels. D'abord, je vais donner la parole à M. Rezli. Est-ce qu'aujourd'hui, ce phénomène est inquiétant, ce phénomène de recrudescence des accidents de la circulation inquiète? Est-ce qu'il faudrait encore pointer du doigt davantage ce phénomène? Est-ce qu'il faut prendre des mesures plus coercitives, être plus dur envers les récidivistes? Tout à fait. Donc une pieuse pensée à toutes les victimes des accidents de la circulation routière. Il faut dire que, effectivement, donc la problématique liée aux accidents de la circulation routière constitue une vraie préoccupation, notamment pour les pouvoirs publics. Raison pour laquelle plusieurs instructions ont été édictées par la haute instance de l'État et également par la Direction générale de la Sûreté nationale à l'effet de se mobiliser encore davantage pour apporter le concours et tout ce qu'il faut pour endiguer cette problématique. Donc, les accidents de la circulation sont toujours en augmentation en zone urbaine. Les accidents ont augmenté de 45%, les victimes de 44% et les décédés de 26%. Donc, cela dénote d'un travail qui doit se faire également à tous les plans, parce que c'est un problème multidimensionnel et qui nécessite évidemment des solutions multisectorielles. Oui, c'est la sollicitation de tous les secteurs. Il faut qu'il y ait une transversalité avec tous les secteurs, des transports, de l'intérieur, de la gendarmerie nationale, de la police et de la protection civile. Tout à fait. Néanmoins, la Sûreté nationale, avec toute sa mobilisation, a permis, à travers les unités opérationnelles, un petit peu de stabiliser ces chiffres. Parce que, imaginons un moment qu'il n'y a pas cette activité répressive. On était à plus de 4000 morts en 2015, dans les années précédentes. Donc les efforts des services de sécurité, notamment la Sûreté nationale, a fait qu'il y a une certaine stabilité des indicateurs de l'insécurité routière par rapport aux efforts qu'ils ont consentis en matière de prévention, de dissuasion et également de répression. Et donc la situation nécessite toute une mobilisation. Alors vous avez dit, M. Behlouli, que dans 96% des cas, c'est les chiffres, le facteur humain est la principale cause de ces accidents de la circulation.
On sait aujourd'hui qu'il y a un manque d'éducation, qu'il y a des récidivistes, qu'il y a des comportements très dangereux sur nos routes. Mais est-ce que aussi on ne se déculpabilise pas un petit peu derrière parce qu'il y a aussi des infrastructures routières qui ne sont pas aux normes, on n'a pas de panneaux de signalisation, on n'alerte pas suffisamment quand il y a des accidents sur la route, on n'a pas des voies qui permettent aux ambulances ou à la protection civile d'agir rapidement. Il y a tout un travail en amont à faire d'abord. Je voulais juste rajouter, la catégorie la plus impliquée dans les accidents, c'est les jeunes. C'est l'âge entre 18 ans et 19 ans, les plus impliqués dans ces accidents. Ils sont impliqués avec 3 595 accidents, donc environ 35%. Vous voyez, cette tranche d'âge, elle est impliquée avec un pourcentage énorme. Pour vous dire que ça, donc il faut revoir quoi? Il faut revoir leur formation aujourd'hui, ainsi que les conducteurs qui ont l'expérience, c'est-à-dire leur permis moins de 5 ans, sont impliqués aussi avec un pourcentage important. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu pratiquement leur permis très récemment pour les 18 ans et plus, donc il y a un problème de formation. Et quand on parle de la sécurité routière, donc parmi les causes déjà 3 facteurs, donc des facteurs humains sur tant conducteur ou piéton, ainsi que le véhicule et l'environnement. Donc la stratégie doit être, bien sûr, se baser sur ces 3 facteurs. Mais à la base, est-ce qu'il y a les bases déjà Justement, déjà actuellement, pour qu'on permette aux piétons de traverser un endroit précis, on parlait de panneaux de signalisation, on parlait des feux tricolores, aujourd'hui nous n'avons pas tout ça. Justement, actuellement déjà on est en train, notre délégation a lancé une campagne à l'occasion de la saison estivale. Elle est lancée depuis le 10 juillet, donc au niveau du Palais de la Culture, par notre délégué sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Et c'est un programme très très riche qui touche à toutes les catégories d'usagers de la route. Bien sûr, je peux expliquer en bref délai. Donc, les participants, c'est tous les ministères agissant dans ce secteur de sécurité routière, sont tous les cités. On commence par les affaires religieuses, ministère des Travaux publics et Transports, communication, les services de sécurité, tous les acteurs, c'est normal. Alors, le ministère des Affaires religieuses, c'est pour qu'ils prêchent ou que leur prêche porte sur la sécurité routière. Justement, la plupart sont des membres du comité intersectorial qui est présidé par le Premier ministre. Le ministère de l'Éducation nationale, que vous devriez aussi inclure. Oui, bien sûr, tous les ministères agissant de la sécurité routière. Justement, dorénavant, la sécurité routière sera discutée à haut niveau. Au niveau du Premier ministre. Ça veut dire que toutes les problématiques liées à la sécurité routière seront discutées au haut niveau afin de prendre des décisions adéquates. Tout ça relève maintenant de la délégation nationale de la sécurité routière. Tout est centralisé à son niveau. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Est-elle réellement active? Justement, permettez-moi de citer quelques objectifs de cette campagne. Premièrement, de réduire le nombre des accidents en circulation pendant ces 6 ans. Promouvoir le sens de responsabilité et de la sensibilisation chez les usagers de la route, quelle que soit leur catégorie, leur âge ou bien, même les piétons sont impliqués. Élargir et diffuser la culture liée à la nécessité de respecter le code de la route. Mettre en exergue médiatique le phénomène des accidents de la route. Bien sûr, les médias ont un rôle très important pour influencer, inciter les usagers de respecter le code de la route et de les informer surtout des nouveautés relatives à la législation existante. Impliquer tous les acteurs et secteurs concernés pour faire face au phénomène de sécurité routière. Bien sûr, le public ciblé, toutes les catégories que j'ai citées, conducteurs en particulier, les jeunes, les motards surtout, qui sont les derniers temps sont de l'eau tableau des accidents. On trouve bien sûr les véhicules touristiques. Juste après, on trouve les motards, les motocycles, le cyclomoteur, ainsi que bien sûr le poids lourd. Donc les transports de personnes. Monsieur Bellouli, ce que vous me dites aujourd'hui, ce que vous me relatez aujourd'hui, c'est des campagnes de sensibilisation ponctuelles. Est-ce qu'ils ont porté ses fruits quand on voit aujourd'hui la réalité sur le terrain? Justement, on est en plein lancement de cette campagne. Actuellement, il y a même des cadres de la DNSR au niveau des sablettes pour sensibiliser les estivants. On sait que, comme la sablette, comme la place Kitani de Babeloued, ainsi que la forêt de Boucher. Donc, il y a l'attraction des personnes, enfin des gens. C'est une occasion de les sensibiliser, de passer le message afin de réduire cette hécatombe quotidien qui touche les usagers de la route. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mode de sensibilisation porte encore ses fruits? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être toucher les jeunes avec les nouveaux moyens de technologie, parce que peut-être que vous ne les trouverez pas parmi c'est-à-dire dans le stand de sensibilisation au niveau de sablette, il y a un stand dédié aux jeunes. C'est c'est des simulateurs. C'est-à-dire le conducteur, il se sent comme quad, il est dans son véhicule avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire tout ce qui est lié, les équipements liés au véhicule, afin de prendre, c'est-à-dire son volant,
le mettre à l'aise et de lui passer les messages de culture et de respect, et de respecter surtout la vitesse. Parce que même d'après les services de sécurité, ils ont constaté que la cause principale, surtout la gravité des accidents, c'est l'excès de vitesse. Oui. Donc on passe ce message d'apprentissage au permis de conduire. Bien sûr, malgré c'est un espace virtuel, ainsi que les casques, les VR, c'est des virtuels pour passer nos spots. Ça veut dire ce sont alors des jeunes qui n'ont pas toujours les tenues aussi adéquates, on conduit avec des claquettes, des mules aussi, oui, ce qui est interdit, oui, on se subit pour le mettre le casque. Sans tenue. Parce que le choc, quand on conduit, quand on est dans un moto ou bien, ça veut dire on conduit un moto ou bien un véhicule, c'est tout à fait différent. Le véhicule, on a l'airbag, on a la ceinture sécurité, on a la carrosserie, mais dans la moto, la plupart, ça veut dire des accidents, on a des traumatismes crâniens. Donc le casque, il est primordial, l'essentiel, c'est la tenue vestimentaire. On les voit sur nos routes quand même, je vais m'adresser à vous, monsieur le commissaire principal, on les voit sur nos routes, les jeunes aujourd'hui, sans tenue de protection, sans casque, sans rien du tout, on les voit défiler sur nos routes. Certains, parfois, on les voit, ils sont arrêtés, contrôlés, d'autres non. Comment l'expliquer? On n'est pas assez répressif, on n'est pas assez... on est trop permissif? On est assez répressif à voir les chiffres qu'on a. En matière de retrait de permis de conduire, en matière d'infraction et d'amende forfaitaire. Mais il me semble que là, pour déjà penser à régler le problème de la circulation routière, de l'insécurité routière, il faut d'abord songer à la formation. Oui. Parce que la solution la plus simple consiste à régler déjà les problèmes qui sont générés par les conducteurs. Donc, il est impensable de voir qu'un conducteur ne connaît pas ce que c'est que les risques. Généralement, quand on arrive sur un accident, dès lors qu'on est en contact avec celui qui a fait l'accident, il n'a jamais pensé un jour qu'il sera victime d'un accident de la circulation routière. Ils ont confiance en eux, trop de confiance. Il n'a jamais pensé un jour qu'il peut aller en prison. Donc il y a une certaine méconnaissance des risques. Raison pour laquelle la Direction générale de la Sécurité nationale a toujours recommandé de renforcer la formation. La formation telle qu'elle est, elle doit être améliorée. Améliorée dans quel sens? Dans le sens où il faudra introduire le multimédia. C'est révolu maintenant de donner un document à un jeune, de lui dire voilà les plaques, et ainsi de suite. Il faut introduire les multimédias. Il faut investir dans la formation. Avoir les chiffres, avoir les 100 milliards qu'on perd chaque année par rapport aux accidents, devant un simulateur, je pense que c'est une solution. Donc le conducteur, le postulant au permis de conduire, doit connaître ce que c'est qu'un tonneau, doit connaître ce que c'est qu'un accident de circulation routière, doit connaître ce que c'est conduire en période diurne, en temps pluvial et dans toutes les conditions. C'est-à-dire durcir l'examen pour l'obtention du permis de conduire. Dans toutes les conditions climatiques. Instinctivement, il va même s'adapter à certaines lois physiques qui obéissent à la conduite. La force centrifuge, et ainsi de suite. C'est du pratique virtuel. C'est du pratique virtuel. La formation, c'est l'élément de base. Si on veut avancer et mettre fin, c'est-à-dire ou bien réduire ce phénomène. La formation. Qu'est-ce qui donne maintenant un conducteur, on dirait pas, je vais pas dire moins formé, c'est-à-dire moins expérimenté sur les routes. On va de catégories. Certaines qui obtiennent récemment leur permis de conduire, qui intègrent, c'est-à-dire le monde fou du conducteur, et d'autres qui conduisent convenablement, avec des plaques, 80 à l'heure, ils respectent le code de la route, mais moins expérimentés. Donc, il est important maintenant de revoir qu'est-ce qu'on a donné tout d'abord pour ces écoles de formation, c'est-à-dire comme cahier de charge, comme du circuit d'entraînement, de pratique, et aussi, ce qu'il y avait comme monsieur le commissaire, c'est le multimédia, c'est des pratiques virtuelles. Ce qui fait dans les pays qui sont un pas très avancé. Là-bas, c'est très dur d'obtenir le permis de conduire par rapport à chez nous. Et en plus, on passe qu'une seule fois. On n'est même pas obligé de revoir tout cela après. Et parce qu'on va y passer sur le permis à conduire à point. C'est quoi le permis de conduire à point? Il est plus pédagogique que répressif. Donc, il faut plus qu'il est répressif. Donc, voyons tout d'abord la formation telle qu'elle est maintenant. Qu'est-ce qu'on doit améliorer pour la formation et l'élargir, la durée peut-être, pour pouvoir demain, on a un conducteur convenablement qui respecte le code de la route, qui connaît lire le code de la route tout d'abord. Justement, pour les récidivistes ou pour les auteurs d'accidents de la circulation, ils devraient repasser le permis de conduire ou l'examen au moins du code de la route. Certains ne connaissent même pas les panneaux de signalisation. On parle de phénomène. Quand on est devant l'ingénieur dans l'examen, tout le monde, c'est-à-dire obtient son permis convenablement, connaît le code de la route. Il y a aussi beaucoup de permis de complaisance. Actuellement, je ne vois pas. Peut-être
aux années précédentes, peut-être oui, on a parlé. Mais actuellement, je pense que... C'est informatisé? C'est pas encore informatisé. Donc on ne peut pas encore le prouver. Exactement, j'allais évoquer ce point. Évoquer ce point. Il faut informatiser aussi les examens. Les examens. Pour, c'est-à-dire, éliminer toute, c'est-à-dire, intervention. Voilà, pour... Le jour, on aura un conducteur, c'est-à-dire on sait qu'on a donné un permis de conduire à un conducteur, c'est-à-dire qu'il est conscient apte de ce qu'il va à conduire, qu'il est conscient qu'est-ce qu'il demande. Donc ça, c'est l'élément de base, le premier à revoir. La formation, Monsieur Bahlouli, c'est ce que c'est aujourd'hui un peu votre cheval de bataille sur ça. Commencez par ça. Il y a la formation, bien sûr, l'éducation. D'ailleurs, je cite toujours à titre d'exemple l'Espagne parce que les années 90, ils ont vécu la même situation que nous. Ils ont 9384 tués, donc presque 10 000. Mais grâce, bien sûr, à l'éducation, la formation, plusieurs dispositifs, mais notamment, par exemple, en Europe en général, quand on dit la sensibilisation, bien l'éducation, c'est leur expérience d'ailleurs, les Espagnols. C'est pas seulement aux enfants. On éduque même l'adulte. Mais comment? On dit d'ailleurs une ligne de vie. Ça veut dire prénatal jusqu'à, ça veut dire toute la durée de toute la vie. Comment prénatal? Mais on protège même le fœtus, le bébé de la maman avec sa ceinture et tout. Donc, depuis prénatal jusqu'à, ça veut dire toute la durée. On sensibilise même quelqu'un dans le domaine. On sensibilise même, ça veut dire des personnes qui travaillent dans la sécurité routière. Pourquoi? C'est pour, par exemple, concernant les nouveautés dans la législation, même concernant le nouveau dispositif embarqué dans le véhicule, tous les dispositifs, le véhicule, il y a toujours quelque chose de Alors les moderne. enfants, ils n'ont pas d'obligation de mettre la ceinture chez nous. Oui. Ils sont assis à l'avant, on ne les arrête pas forcément, donc on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Même à travers, par exemple, même au niveau de leurs écoles, par le biais de sensibilisation, mais de passer les prospectus. Il faudrait que ce soit à long terme, M. Bahlouli, parce que là, comme je le disais tout à l'heure, c'est ponctuel, pendant la saison estivale, parce qu'il y a une augmentation des chiffres. Il faudrait que ce soit sur le long terme. D'ailleurs, je me souviens un séminaire organisé par les Suédois en 2012 ici à Alger pendant 3 jours. Il y a un collègue qui a demandé à l'expert suédois, mais pendant 3 jours, vous n'avez pas cité le facteur humain. C'était étonné. Alors l'Espagne, la Suède, l'Algérie, elle fait quoi? Alors qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu 20 ans, on sensibilise. Ça veut dire la sensibilisation, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est quelque chose de continuité. Et parfois, on ne voit pas ces résultats. Pourquoi? Déjà, une fois d'avoir des chiffres stables, plus ou moins. Donc la sensibilisation, c'est pas quelque chose de science exacte. C'est un travail continuel. Donc c'est des actions continues. On revient à la formation, s'il vous plaît, M. Bahlouli. Le permis à point est censé mettre fin à tout justement, cela. La formation concernant les chauffeurs professionnels, il y a un arrêté. Avant d'arriver aux chauffeurs professionnels. Il y a un arrêté qui est promulgué en 2016. D'ailleurs, d'après le secteur de transport, si ils ont formé environ 1 million de conducteurs chauffeurs professionnels. Pourquoi je cite chauffeurs professionnels? Parce que c'est vrai, quand on voit les statistiques dans les accidents, ne sont pas vraiment un chiffre affreux par rapport à d'autres catégories. Mais malheureusement, quand un accident survient, ça veut dire à cause de ces types de véhicules, quand on parle d'un bus qui, par exemple, embarque des personnes entre 30 à 60, donc c'est hécatombe. C'est pour ça, donc, cette catégorie de chauffeurs, c'est plus important. Donc, leur formation, ça va aider beaucoup, surtout de connaître tout ce qui est l'énergie cinétique concernant la mécanique de leur véhicule et la matière bien sûr dans la charge. Il y a aussi l'aspect psychologique à prendre en compte. Oui, bien sûr, des chauffeurs, c'est qui est très important. C'est une formation elle est très importante. Ça veut dire qu'elles sont les normes internationales. Ça veut dire sa formation pour les chauffeurs professionnels. Actuellement, ils ont formé environ 1 million de conducteurs professionnels. Mais ça se passe au même niveau que pour les permis à conduire, c'est-à-dire qu'on le passe une seule fois dans sa vie. Après, on n'est plus contrôlé. Monsieur Bahlouli, les chauffeurs de poids lourds ne sont plus contrôlés. Il y a un contrôle. Sur la route, qui va les contrôler? Qui va savoir s'il a eu un temps? Voilà, qui c'est qui va avoir s'il a eu un temps de pause? Qui sait savoir s'il s'est arrêté? On a essayé de mettre les 2 chauffeurs. On n'a pas de chronotachygraphe. Justement, actuellement, l'État, après, on charge ce volet. Par exemple, Interligne, parce que Interligne-Wilaya, il ne faut pas dépasser les 600 km. Actuellement, il y a un travail qui se fait très important. Justement, avec des feuilles de ligne, les services de sécurité, les mieux placés pour répondre. Il y a des feuilles de ligne, ça veut dire leurs feuilles, bien sûr, de route qui ne dépassent pas les 600 km. Actuellement, il y a des mesures qui sont prises dans ce sens-là. C'est pas suffisant. Parce que, comme on dit la sécurité routière, c'est transversale et surtout, elle est multidisciplinaire. Il y a plusieurs secteurs interviennent. C'est pour ça la sécurité routière, ça demande une stratégie qui se base sur tous les facteurs ou les causes qui touchent à ce phénomène. Bon, vous avez parlé de la formation des chauffeurs professionnels. On reviendra à la formation du permis à conduire à point, mais je vous relance sur ça. Les chauffeurs professionnels, aujourd'hui, on n'arrive pas encore à les contrôler suffisamment. On ne sait pas s'ils conduisent combien d'heures. Alors, il y a toujours le gain par l'entreprise qui va arriver à
qui sont tenus par des horaires très courtes. Le chauffeur est fatigué, il y a l'aspect psychologique, on ne sait pas ce qu'il consomme. Aujourd'hui, il y a un travail à faire sur ce niveau-là. Tout à fait. Donc à chaque fois, on dit que c'est les services sécuritaires. Donc on comprend par là que c'est réellement parlant. La prise en charge de la problématique liée aux accidents de la circulation routière, elle est prise en charge par les services de sécurité, bien sûr, la direction générale de la police et de la protection civile, et notamment les autres intervenants. Oui. Donc on est partout en matière de lutte contre l'insécurité routière. Il faut savoir qu'il y a un problème qui se pose en ce qui concerne les transports en long trajet, c'est qu'il y a pas ce qu'on appelle le chronotachygraphe pour mesurer le trajet parcouru, la période. La vitesse aussi, la vitesse pratiquée et également le temps parcouru. Donc il y a une circulaire du ministère des Transports qui stipule que au-delà de 600 km, il y a deux chauffeurs qui doivent se relier. Maintenant, au niveau des stations et gares, on peut contrôler ça. Oui. Mais sur la route, impossible. Vous voyez, donc quelque part, là, il y a un gros vide quand même. Il y a même les responsables des transports qui contrôlent aussi. Mais il faut savoir que la sécurité routière n'obéit pas à la conscience des autres. Elle doit être... Oui. Vous agissez un peu... Voilà. Il y a un protocole, il y a tout un dispositif qui doit être mis en place. Et maintenant, il est temps de mettre en place les équipements nécessaires pour faciliter le contrôle des services de police. Voilà. S'il avait un chronotachygraphe, le contrôle serait facile. Et très facile même. Ça responsabilise aussi le conducteur, il sait que tout est signalé. Les policiers ou les gendarmes seront dotés de cartes tachygraphes, ils peuvent contrôler. Mais laisser ça à la conscience des autres, pendant qu'on a plus de 100 passagers dans le transport, donc il est temps de mettre en œuvre ces équipements. Mais je pense que les équipements ne vont pas coûter plus cher que ce que coûte... La perte d'une victime, on l'a dit, c'est à des centaines de millions de dinars. On a réalisé avec l'université de Batna, les pertes économiques relatives à l'insécurité routière est évaluées à 100 milliards de dinars. Donc ça, c'est annuellement. Donc ça, sans prendre en considération des incidences, bien sûr, sociaux. Secondaires, bien sûr. Il y a les frais médicaux, il y a l'impact sur le travail, après c'est l'enfant, c'est toute la famille qui prend en compte. Le chronotachygraphe, M. Galli, qu'est-ce qui bloque? Ça fait des années qu'on en parle sur ce plateau. Quand on parle de la sécurité routière, c'est un ensemble des utiles. Ça veut dire, quand vous avez cité, quand on parle des radars, oui, c'est un utile, mais est-ce que c'est suffisant? Des caméras automatisées, quand vous avez cité le permis à point, le chrono, c'est des utiles. Ça veut dire, c'est des utiles qui sont liés afin de faire face, de lutter contre l'insécurité routière. Aujourd'hui, on arrive quand même un peu, s'il vous plaît, à détourner un peu ces outils, comme vous le dites. Le radar, on les voit, on signale aujourd'hui qu'il y a un radar à telle place, à tel endroit, je parle des radars automatisés, des caméras automatisées. On peut les détourner aujourd'hui, il faut qu'il y ait un contrôle plus assidu sur les chauffeurs des poids lourds. On le dit, le chronotachygraphe reste la seule solution pour savoir le temps. Il y a même la surcharge qui pose un grand problème aussi. C'est-à-dire l'état aussi du véhicule. Oui, mais surtout, ça veut dire même la surcharge qui était, ça veut dire influence directement sur le réseau routier. Donc c'est pas seulement un outil ou deux. Quand on parle d'une stratégie nationale de sécurité routière, touche à tous les causes, bien sûr, tous ces facteurs, soit concernant les facteurs humains quand j'ai cité, soit autant conducteurs piétons, même les piétons d'ailleurs dans les zones urbaines, ils ont leur part très importante, sont impliqués avec un chiffre. Mais on donne toujours raison aux piétons chez nous. Comment voulez-vous qu'ils soient conscients du danger? C'est-à-dire qu'un piéton, quand il traverse, même s'il ne traverse pas dans un passage piéton, n'est-ce pas? C'est pas le cas. On donne toujours raison aux piétons. Non, quand on faisait nos actions, prend en considération le piéton, c'est un élément très très important, surtout dans les zones urbaines. Mais qu'il peut être aussi responsable. Oui, le responsable, on sensibilise. D'ailleurs, parfois, on donne des permis symboliques, des permis de piétons pour l'enfant, et parfois on donne, souvent presque durant toute l'année, en collaboration avec même les services de sécurité, soit la police, soit la gendarmerie, protection civile, on profite de donner des cours de sensibilisation en plein salle aux enfants pour les sensibiliser, parce qu'il y a une différence quand un enseignant donne, ou bien passe directement le policier, le gendarme fait sa tenue, ou bien la délégation, donc on se déplace pour le sensibiliser afin de savoir comment utiliser soit les passages piétons, les passerelles. Il faudrait qu'il y en ait aussi, parce que à ce niveau-là aussi, on fait même des spots. Il n'y a pas toujours des passerelles là où il faut, il n'y a pas toujours des passages on faisait même des DVD afin de lui montrer comment, ça veut dire traverser la route en pleine sécurité. Bien sûr, s'il y a un enfant, par exemple, au bas âge, donc il sera accompagné par leurs parents. Ensuite, bien sûr, c'est à lui de savoir comment, où traverser la route avec sécurité.
On va revenir à la formation. Hein. Vous avez tout à l'heure préféré parler de la formation des chauffeurs professionnels. On va revenir à la formation des conducteurs tout court. Hein. Le permis B, comment l'obtenir aujourd'hui? On le sait comment on l'obtient, dans quelles conditions on l'obtient. Quand est-ce que le permis à points sera effectif? Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, l'examen doit être revu, informatisé, Parce que quand on parle surtout, durci? Oui, quand on parle de formation, ça bien sûr soit le B ou le C ou le D, le E, donc on parle de Oui, formation. je veux dire celui qu'on trouve le plus souvent aujourd'hui. Parce que dans le chauffeur déjà professionnel, il y a une formation initiale et formation, ça veut dire continue. La formation initiale, donc, c'est pour avoir la base et tout, et continue se forme de recyclage, 5 ans. Ça, c'est le chauffeur professionnel, parce que je dis toujours les chauffeurs professionnels, parce qu'ils ont... C'est des chauffeurs routiers, c'est pour ça, donc, une marge professionnelle. Donc, c'est eux, c'est-à-dire d'avoir une formation très spécifique au poids lourd. Donc, la formation reste, bien sûr, c'est un élément très important qui touche le facteur humain direct, parce qu'un conducteur bien formé, donc il va bien, c'est-à-dire d'être sûr de lui quand il conduise, il va avoir des notions de base, soit de la conduite. S'il vous plaît, c'est pour quand? J'ai dit le permis à points, c'est parmi des utiles de prévention de sûreté routière, c'est un dispositif. Est-ce qu'il y a une date, on s'est fixé une date précise écoutez, moi je vous donne des exemples des pays européens où ils ont adopté ce permis, je cite soit l'Espagne ou bien la France, ils ont déjà effectué et l'adopté dans leur législation nationale, mais ça prend du temps pour le mettre en place. L'Espagne a pris plus de 2 ans, la France ainsi, donc afin de mettre en discussion. En attendant, est-ce qu'on ne va pas former mieux? Est-ce qu'on ne va pas revoir les examens Justement, au niveau, il y a un travail qui se fait, bien sûr, il y a un travail, des écoles, qui se fait, bien sûr, sur l'amélioration de contenu de la formation, parce que la formation, vraiment, c'est vrai, elle est très important. C'est un volet très important pour toucher directement au comportement, même à l'expérience de conducteur, soit professionnel, comme vous avez dit, le B ou le C, le D. Donc, toujours, la formation reste quand même... Est-ce que ces centres d'examen sont reliés à la délégation nationale? Oui, actuellement, oui, parce que la délégation, bien sûr, le Centre national de prévention routière et le CINAPEC, le Centre national de permis de conduire, bien sûr, sont rattachés directement à la délégation nationale de sécurité routière. Dorénavant, c'est la délégation qui va prendre... Oui, des auto-écoles sont classées, c'est des activités classées. Commerciales? Classées, on dit ça, sont classées. Donc, quelle que soit la tutelle, parce que c'est une seule république, soit attachée au ministère de l'Intérieur, le transport, la délégation, c'est la république, donc c'est le travail. Ça compte toujours, la formation, elle est très importante. Aujourd'hui, quelle est l'urgence? On voit que l'impact quand même est très important. On a vu une famille qui a dû enterrer malheureusement 12 personnes d'une seule et même famille. Il y a 11 morts sur place malheureusement, et par la suite 8 personnes subies à leur blessure. 19 personnes au total. 19 personnes. C'est une véritable hécatombe. On a vu le témoignage d'un papa qui a vu toute une famille qui a été décimée. Certes, il y a une urgence maintenant. Il y a une urgence maintenant de toucher les consciences. De toucher les consciences. C'est que la délégation d'INSR, elle est récemment installée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle est récemment installée. Il faut lui donner du temps. Il faut lui donner des compétences. Et laisser le chemin à travailler, à mettre en place tous les outils nécessaires. On parlait de la formation. Moi, je dirais aussi imposer les examens médicaux spéciaux pour certaines catégories de conducteurs, pour certains âges aussi. Il y a des contrôles qui se font semestriels chaque année, des examens psychologiques aussi, notamment pour certaines catégories de conducteurs. Mais l'urgence nous impose maintenant de sortir et se mettre sur le terrain, notamment sur le volet de sensibilisation. Parce qu'on voit actuellement que même si la répression elle est là, il faut revoir la législation aussi, revoir aussi... Arsenal juridique. Voilà, exactement. Voilà. Donc, on voit des gens qui font des contraventions, qui sont pénalisés, et par la suite, dans 3 mois, 4 mois, récidive. Voilà, exactement. Alors c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? Il faut jouer avec le canon maintenant. C'est ça. C'est la loi. C'est la loi. Il faut être intransigeant. Ça c'est l'urgence. Ça, c'est l'urgence pour permettre à nous, de conscientiser, de sécurité, d'INSR, de bien travailler, de bien mettre les outils sur place. C'est pas honteux, c'est pas horrible si on a des défaillances. On peut se corriger. Même des pays qui sont très avancés dans le domaine, ils se corrigent. Il faut agir, c'est tout, et en prendre conscience. Parce que c'est pas le sort uniquement de la délégation, de la protection civile, de la sûreté, qui sont sur terrain. C'est
Alors, le ministère des Transports n'est pas là. On aurait aimé aussi lui poser la question sur les infrastructures routières. Tout le monde le partage. Sécurité routière, c'est responsabilité de tout le monde. Tout le monde est responsable. Pas uniquement les gens qui interviennent sur le terrain. C'est ça l'urgence maintenant. Comment travailler... Qu'il y ait ce travail de coordination avec tous les corps. Pour un seul objectif. Un seul objectif, la réduction. Jouer à travailler à la réduction. C'est que chaque année, on joue à la réduction selon les statistiques. Mais les accidents les plus mortels, ça revient. Ça, on ne le voit pas. Ça, on ne le voit pas ailleurs. Si un accident ailleurs survient et quand on a 20 morts, 19 morts, 10 morts, c'est le qiyama. C'est le qiyama. Mais chez nous, on voit un accident aujourd'hui, 19 morts, le lendemain, on voit 9 morts, le soir, on voit 9 morts. Ça tombe presque dans la banalité, absolument. Il y a aussi le rôle des médias aussi, qui doivent intervenir à ce niveau-là. On disait, qu'est-ce qu'on fait pour les récidivistes Justement, la loi 0114 du 19 août 2001 prévoit la mise en place d'un fichier informatisé des infractions. Donc, lequel fichier permettra au service de police d'identifier les récidivistes. Parce que maintenant, on constate que celui qui a fait l'infraction pour une première fois, il a le même tarif que celui qui est récidiviste. Donc on ne peut pas le reconnaître par rapport à ce fichier qui n'existe pas. Donc parmi les recommandations, c'est la mise en place. Donc le PME à point, c'est une solution dans la mesure où il a cette faculté d'être autodisciplinaire. Parce que le PME à point va permettre en plus de modifier, de réajuster le comportement, parce que le conducteur va devenir comptable de ses points. Donc automatiquement, il va gérer ça. Mais aussi, il va permettre aussi, le PME à point, de disposer d'un fichier, lequel va gérer les récidivistes. Donc le PME à point n'est pas une solution en elle-même pour réduire les accidents, mais ça reste un facteur qui peut contribuer. Et puis quand on perd tous ces points, on repasse par la case départ, c'est-à-dire qu'on repasse son examen, on est censé repasser l'examen. Et l'intéressé va payer aussi à ses propres frais. Donc quelque part, on aura cette incidence sur les accidents de la circulation routière. Mais je pense que tout est urgent. Oui. Tout est urgent. Il faut penser à nos routes, il faut penser à la piste de rechange, il faut penser à pourquoi on conduit mal aussi. Il faut aussi penser pourquoi pour acheter une simple baguette de pain, on doit déplacer son véhicule. Pourquoi on n'a pas assez de moyens de transport en commun, bien sûr, le transport en commun réduirait considérablement. Donc, tout est urgent et c'est une chaîne. Il faut que tous les moyens soient rattachés. Aujourd'hui, nos routes, on les voit, sont encombrées. Il y a des embouteillages à toute heure de la journée. Et maintenant, les points rouges sont à toute heure de la journée. Il faut développer les transports en commun. Mais est-ce qu'on a aussi déterminé les points noirs? Aujourd'hui, je le vois, je parle pour ma petite expérience, en empruntant la rocade ouest, c'est tous les jours qu'on trouve des accidents de la circulation au même endroit. Donc, il y a une cartographie des points noirs qui sont élaborés par les services de police au niveau de chaque wilaya. Donc c'est des rapports qui sont transmis à la commission de sécurité de wilaya, également qui sont transmis également aux autorités compétentes pour y remédier. D'abord, c'est quoi un point noir? C'est un tronçon de route de 100 mètres dans lequel il y a 3 accidents accidentogènes et mortels qui se produisent durant 5 ans. C'est la définition qui est adoptée. Maintenant, c'est des points noirs que nous recensons, que nous transmettons à travers des rapports. Et il y a des points noirs qui sont rétablis, on a d'autres qui sont toujours en attente. Alors vous, ce que vous faites aujourd'hui, je vais vous donner la parole à M. Baloui, c'est que vous établissez des bilans, vous faites, il y a des synthèses, l'évaluation vous revient à vous pour y remédier et trouver des solutions. Quelles sont les solutions qu'on peut trouver à ces points noirs? Justement, le dossier points noirs, c'est un dossier très très important. D'ailleurs, la délégation l'a chargé sous la tutelle de notre ministre de l'Intérieur, tous les walis d'envoyer les points noirs existants à leur territoire, quelles que soient les compétences des services concernés, afin de les remédier bien sûr, de les éliminer, mais surtout à notre niveau, c'est de faire l'évaluation de ces points noirs, c'est-à-dire les prises soit envisagées, soit sont prises déjà, ou bien envisagées de les prendre afin de faire face à ces accidents graves, parce que quand on dit un point noir, c'est un tronçon qu'a dit notre collègue de 250 mètres, où il y a ça veut dire surviennent des accidents très très graves dans ce point, des accidents mortels. Quotidiennement, pratiquement. Mais surtout des accidents mortels. Donc il y a des mesures qui sont prises par les services concernés. Donc on reçoit à notre niveau tous les points noirs au niveau du territoire. Donc ils nous envoient en fait de faire l'évaluation, ça veut dire concernant surtout les problématiques concernées ou la soulever, ainsi que les actions qui sont prises. C'est à nous de faire donc l'évaluation et de même de faire des propositions. C'est-à-dire que vous avez les informations. D'ailleurs, je vous cite à titre d'exemple simple. J'étais au sud, ça fait un bon moment, en commission bien sûr, avec les services concernés de cette wilaya.
Eh ben, le problème, c'est très simple. On trouve les accidents graves au sud. Et finalement, la cause principale, c'est l'éblouissement. C'est dû au soleil. Donc on a proposé avec tous les concernés, services de sécurité, protection civile, travaux publics et transport, on a proposé juste de tracer, de rectifier par exemple le tracé afin d'éviter ce problème. Ça veut dire même des mesures simples à prendre parfois. Donc quand on dit un point noir, c'est tout, parce qu'il y a plusieurs, ça veut dire qu'on dit accident dû à l'excès de vitesse. C'est vrai, mais si on cherche exactement la cause, on trouve que c'est les multi-causalité ça veut dire la cause elle est multicausale. On peut pas dire à chaque fois que c'est le facteur humain, parce que je vous le disais au début mais pourquoi on cite toujours le facteur humain? Parce qu'on parle de l'excès de vitesse, on parle de vie ou de mort. Donc c'est pour ça. Non, on touche toujours les conducteurs. Non, mais quand on parle d'excès de vitesse, quand on dit par exemple la 160, 70, on parle plus d'autres facteurs, c'est le facteur humain, parce que la vitesse, quelle que soit la route, quelle que soit, ça veut dire, voilà. Parce que, oui, voilà. C'est toujours le facteur humain. Mais on doit facteur humain, pas forcément le conducteur, voilà. On doit adapter, ça veut dire la vitesse selon l'état du route, selon la situation, soit météorologique et tout, donc c'est au conducteur, parce que celui, le maillot est essentiel dans cette chaîne de sécurité routière. D'ailleurs, à quoi on sensibilise, c'est le conducteur. L'état des routes, vous travaillez avec le ministère des Transports pour l'état des routes. On voit des tronçons qui sont... on voit le bitume qui refait presque 3-4 fois par an, alors qu'il y a des routes qui sont dans un état désastreux où on ne passe même pas par là-bas. C'est des crevasses, c'est des nids de poules très importants qui provoquent des accidents de la circulation. Ça veut dire quand Comment vous agissez? Est-ce qu'il y a un tracé? Est-ce qu'il y a une politique menée à ce niveau-là? Bien sûr, ça, le secteur de les transports, travailler avec eux. Concernant par exemple la signalisation, il y a un travail qui se fait pour, ça veut dire l'amélioration de la signalisation, surtout directionnelle, au profit des usagers de la route. Il y a un travail qui se faisait bien sûr. Et parmi ces points noirs que vous avez cités, ça entre dans le domaine de sécurité routière. Donc, il touche soit le réseau routier, soit la signalisation, soit même d'autres dispositifs afin de faire face à cette sécurité routière en général. Un véritable aussi point noir, on va dire plus globalement. C'est un grand chantier. Certes que le réseau routier, il y avait un grand chantier qui a été établi, donc notamment le dédoublement des voies et les routes nationales. Ça a permis à réduire un peu les accidents de la route, surtout notamment sur le sud. Sur le sud, on doit, entre une ville et une ville aussi, parcourir des centaines de kilomètres sans rien voir. Donc on a toujours la même architecture, le même schéma, et donc c'est un peu ennuyant pour les conducteurs, ce qui pousse les conducteurs à dormir, somnolence, etc. Avec l'effet de fatigue. Là, on peut agir ou le joindre à le facteur humain. Mais aussi, passer des stations ou alors créer des choses qui peuvent s'arrêter. C'est un phénomène qui doit être pris en charge, parce que même ce phénomène, ce petit détail qui a été pris en charge par des pays qui ont eu un pas avancé, notamment dans le domaine de la réduction de ce risque des accidents. Dilfa, par exemple, est une route où il y a beaucoup d'accidents de la circulation et c'est une longue route continue. Cette route numéro 1. La route numéro 5, c'est là les routes nationales les plus meurtrières, on enregistre le plus nombre d'accidents. Ainsi que il faut agir à ce niveau-là. Il faut agir, exactement. Notamment aussi l'autoroute Est-Ouest. Tout le monde qui a été content d'avoir cette autoroute, etc. Ça a permis de rejoindre les villes rapidement, mais son état, pas uniquement son état. En contrepartie, c'est-à-dire on voit des choses incroyables au niveau de cette autoroute qui est limitée à 120, certains tranchées qui sont limitées à 100 km, certains à 80 km. C'est-à-dire revoir les panneaux de signalisation. Exactement. Voilà. Revoir les panneaux de signalisation aussi à ce niveau-là, en placer plus. Mais sans oublier, il y a quand même un travail qui se faisait surtout les derniers temps. Quand on parle de l'autoroute Est-Ouest, selon les statistiques avant, c'est-à-dire la création, la mission en œuvre de cette autoroute, on trouve par exemple la RN 4 et 5, elle est placée dans le haut tableau, si vous vous souvenez bien, dans les accès. Actuellement, sont en bas de tableau. La RN 4, avant, on n'a pas, c'est-à-dire la mise en place la mise en œuvre de cette autoroute Est-Ouest, on trouve la RN 4. Actuellement, c'est la RN 1, mais il y a un travail qui se fait de doublement. Parce qu'il y a des solutions de doublement de voies pour éviter surtout les accidents frontaux. Il y a les bretelles, il y a même concernant les tunnels ou bien les ponts pour éviter le croisement avec le chemin de fer. Il y a un travail qui se faisait quand même les derniers temps. Il y a un travail qui se faisait énormément dans ce sens-là.
Il faudrait renforcer aussi les feux tricolores pour les passages piétons, pour les véhicules. On sait que les éléments de la Sûreté nationale sont présents un peu partout, qui font la circulation, mais il faudrait peut-être passer aujourd'hui à cette technologie qui permettrait aussi de réduire et de mieux fluidifier, disons, la circulation. Tout à fait. Donc, il est très important de renforcer la signalisation horizontale et verticale, et même la signalisation à travers les feux tricolores, parce qu'on sait pertinemment que maintenant la circulation routière, la gestion de la circulation routière au niveau de la capitale, elle se fait pratiquement par les services de police. Oui. Donc c'est un effectif, un très grand effectif, Oui. qui investit dans la circulation routière, dans la gestion de la circulation routière, et qui peut être pris en charge par des feux tricolores. C'est ça, voilà. Et c'est des effectifs qu'on va reprendre. C'est partant de pluie et de grosses chaleurs, on les trouve... C'est un grand nombre d'effectifs qu'on va reprendre et le verser dans d'autres missions que Dieu sait sont grandes. Oui. Aujourd'hui, les feux tricolores. Oui, c'est parmi, bien sûr, c'est parmi un aspect de régulation, enfin régulateur de la sécurité routière, dans la circulation en général, et bien sûr l'impact sur la sécurité routière, pour éviter l'embouteillage, l'encombrement. Surtout au niveau de grandes villes, on a vu certaines villes sont dotées. À Alger, malheureusement, il n'y a pas, c'est nombreux, mais il y a d'autres villes qui sont dotées vraiment d'un nombre important de feux tricolores. Et ça dépend aussi de la délégation nationale ou pas? Est-ce que cela relève aussi de vos attributions ou pas aujourd'hui, le suivi de ces installations, de ces outils qui permettraient de réduire les accidents de la circulation? La délégation, elle a son volet opérationnel dans la sécurité routière, donc la sécurité routière toujours, elle est multisectorielle. Est-ce qu'il y a un projet pour justement doter la capitale ou les grandes villes des feux tricolores? Il y avait un projet à un certain moment, ça a été abandonné, ça a été retardé, ça a été annulé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Actuellement, quand on dit la circulation routière, je parle des feux tricolores, je parle de l'installation des feux tricolores. Les feux tricolores existants au niveau des grandes villes, à travers le territoire national. Ils sont existants? Les feux tricolores, oui. On trouve des grandes villes sont vraiment dotées. Et la capitale, fluide, pas vraiment assez, mais il y a certaines villes qui sont dotées de feux tricolores. Vraiment, c'est alléger la circulation au niveau aussi. Ça marche très bien. Al-Jilfa. Le feu tricolore. Oui, ça marche très bien. Blabès. Blabès, ça marche très très bien. Il y a de certaines villes, Alger, malheureusement il n'y a pas assez, mais quand même, là où on trouve les feux tricolores, quand même, il y a fluidité de circulation. Surtout actuellement. Donc l'impact est chronométré. Surtout chronométré. Qu'est-ce qui empêche de l'installer aujourd'hui sur les autres le réseau villes? est installé à Alger. Le réseau a été installé à Alger. Oui. Mais il ne fonctionne pas. Surtout son chronométré. Il n'est pas encore opérationnel. Exactement. Mais il n'est pas encore opérationnel. Surtout son chronométré. Ça veut dire le conducteur va pas être, ça veut dire stressé. Oui, ça déchargerait aussi les éléments de la Sûreté nationale. Il est installé, mais il n'est pas opérationnel. Oui. Pas encore. Les feux tricolores. Vous dites qu'ils sont installés, mais ils ne sont pas encore opérationnels. Non, il y a je parle de grandes villes. La plupart des grandes villes sont dotées. capitale. Oui, il y a certains. Les grandes villes, Oran, aussi. Blabès. C'est-à-dire comment vous avez commencé? Vous avez commencé par. Non, c'est juste un constat. Non, on a fait juste un constat. Pour installer les feux tricolores. On a fait juste un constat de l'existant. Des objectifs. Voilà, de l'existant. Et pourquoi? Parce que ces villes en enregistrent des accidents de la circulation plus nombreux que d'autres ou elles ont été choisies selon le réseau routier, selon le nombre de trafic. C'est des wilayas de transaction, c'est des wilayas où il y a un trafic très important aussi. Donc il y a pour certaines catégories des routes spéciales comme les routes pour les lourds, le transport, etc. Et pour les automobilistes, quand ils passent au niveau du centre des villes, donc c'est bien géré, c'est bien fluidé, etc. Donc ces informations sont remontées à vous, vous avez des chiffres, une évaluation sur le rapport, et maintenant vous devez poursuivre leur généralisation, j'imagine. Non, moi j'ai cité concernant les points noirs, ça veut dire en général tout ce qui est le dossier lié à la sécurité routière. Donc on prend à ce volet, ça veut dire faire l'évaluation, les causes de ces accidents au niveau de ces wilayas, de son zone, afin de prendre des mesures adéquates, afin de lutter, réduire ces accidents, pourquoi pas de les éliminer. Et je voulais juste revenir concernant il y a actuellement l'actualisation de l'arrêté de 424 relative les maladies incompatibles à la sécurité routière, la conduite automobile. Donc bien sûr, il y a des maladies qui sont incompatibles avec donc il y a un travail qui se fait pour l'actualisation, la mise à jour en quelque sorte de ce arrêté qui est très très important, surtout je le redis, concernant les chauffeurs professionnels. Alors aujourd'hui, comment frapper les esprits pour modifier ce comportement? C'est choqué.
Choqué, il faudra choquer. C'est choqué. Il faudra des campagnes plus dures. Moi, j'ai bien aimé pendant 2 jours où la télévision nationale a bien zoomé sur les accidents, sur les témoignages de familles qui ont été décimées. L'état des blessés, parce qu'on n'en parle pas des blessés, mais il y a des blessés qui sont handicapés à vie, d'une famille, d'une vie. Il faut zoomer sur ça, le changement radical d'une vie, qui vit vivement un accident de la route, réellement. Comment ça va devenir sa vie? Comment suivre un accident de la route? Certains qui va perdre de mobilité à 100%, un certain pourcentage, qui va devenir une charge sur la famille et une charge aussi économique sur l'État. Comment sa vie redevient d'une seconde? C'est-à-dire, c'est un changement radical. Il faut jouer sur ça pour éveiller les consciences. Il faut choquer. Il faut choquer, vous êtes d'accord Moi, je pense qu'on est assez choqués à voir déjà les chiffres, parce que c'est les chiffres qui nous laissent sans voix. Donc, je pense qu'un week-end pareil nous a tous choqués. Donc, mais on a tendance, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être à un peu banaliser aujourd'hui, malheureusement, la vie d'un humain, d'un Algérien. On entend parler d'une quarantaine de morts en 3 jours. Il faudrait peut-être pousser plus loin la sensibilisation, la couverture médiatique. Tout à fait. Il faudrait renforcer aussi à ce niveau-là. Le matraquage médiatique est très important en matière pour aboutir à faire sensibiliser les citoyens. Mais il faut retenir aussi qu'il faut que le sujet de la sécurité routière soit un débat familial aussi. Bah oui. Je le dis, parce qu'il doit y avoir une prise en charge sociétale. Oui. C'est un problème qui concerne toute la société algérienne. Il faut se dire, on risque de sortir de la maison, de ne pas revoir ses enfants après. Et vice-versa. Donc tout le monde doit se sentir concerné. On doit se dire, ça peut nous arriver tous. Donc chaque conducteur doit penser, c'est ce membre de sa famille qui sont sur les routes. Là, j'interpelle les consciences. Et là, quand j'interpelle les consciences, je dis aussi qu'il y a un grand problème auquel les services de police font face, c'est celui des motocyclettes, des conducteurs de motocyclettes. Quand je parle des conducteurs de motocyclettes, moi je vise bien sûr ceux qui conduisent très mal. Ceux qui font de la délinquance. Dans la conduite de la motocyclette. C'est souvent les jeunes, comme le disait, âgés de 18 ans, peut-être à 29 ans, parce qu'on a vu des associations ou des clubs de motards professionnels qui faisaient dans la sensibilisation pour la conduite. Vous savez, madame, parce que l'amour de la conduite de la motocyclette, généralement, coïncide avec l'adolescence. Et quand on coïncide avec l'adolescence, il y a tous les paramètres qui vont avec en ce qui concerne le comportement du jeune adolescent. Il n'y a pas de maturité. Donc il va considérer comme étant la motocyclette est un prolongement de sa personne. Donc il va tout se permettre. Et là, les parents doivent intervenir comme le faisaient nos parents. Voilà. Il y a certains pas qui interdisent à leurs enfants. Contrôler. Les parents, avant, interdisaient la conduite de la motocyclette. Il y a un travail au niveau de la famille à faire également. Bien sûr, mais maintenant, pourquoi interdire la motocyclette, ce n'est pas possible de nos jours. Parce que c'est devenu un moyen de mobilité et un moyen de locomotion dont on ne peut pas se soustraire. Mais quand on voit un parc national qui est de 1,83% du parc national des véhicules, du nombre de véhicules, et qu'on voit que c'est un chiffre insignifiant, mais quand on voit le nombre de 26,22%, rien que pour les 5 mois que je viens de citer, de l'année 21, les accidents sont impliqués de 26%. Les accidents des motocyclettes. Les conducteurs de motocyclettes sont impliqués avec un taux de 26%. Donc, le parc est insignifiant, mais l'implication est très importante. Monsieur Brahim, je vais vous demander peut-être de choquer. Vous les trouvez dans quel état aujourd'hui, ces victimes? Dans un état vraiment qu'on ne peut pas décrypter. Juste l'accident de Constantine, où il y avait 11 morts au départ. Et par la suite, après la fin de l'intervention, on a constaté qu'il y a 2 personnes disparues. Ni à l'hôpital, ni dans le lieu de l'accident, ni partout. Et donc après, des recherches sous les tamas, on a trouvé les 2 victimes. Dans un état, on ne peut pas décrypter par respect à leur famille. Voilà. Des fois, ça nous coûte des fois pour faire sortir, dégager une personne, que ce soit vive ou morte, jusqu'à 2 heures de travail, en utilisant tout le matériel de désincarcération. Voilà. Coincé entre la ferraille. Exactement. Et des fois, on a des personnes qui sont en vie avec l'intervention du médecin, sécuriser le lieu avec service de sécurité, qu'on doit avoir rapide, mais on doit travailler doucement, découper tout le véhicule, toute la carrosserie pour dégager cette victime et lui donner un espoir en évacuant vers l'hôpital. Mais généralement, c'est des polytraumatisés, malheureusement. Ils ne survivent pas. Ils ne survivent pas, même s'ils vivent, ils vont vivre avec une mobilité donc
un handicap quelque part. C'est ça les victimes. Et des fois, on ne peut pas soulever même pas une victime, tellement elle est polytraumatisée, fracturée, etc. Et sans parler des amputations. Des membres supérieurs, inférieurs, les têtes, que vous devez faire sur place oui, pour on doit faire retirer sur place, malheureusement. C'est que nos victime. agents, ils ont l'habitude maintenant, malheureusement, tellement qu'ils voient, c'est-à-dire même certains qui sont spécialisés dans le domaine du secourisme routier. Ils sont habitués maintenant à soulever des cadavres. Nous, on parle d'un chiffre très important, les morts sur place. Oui. Vous avez 905 personnes décédées sur le lieu d'accident, c'est-à-dire sur le choc. Oui. C'est très important de souligner ce chiffre, la brutalité de l'accident. Sans en parler des personnes qui décèdent lors de leur transport, l'évacuation au niveau de l'hôpital. Et par la suite même aussi, il y a un certain très important qui décède au niveau de l'hôpital, parce qu'il n'y a pas de chance. C'est des blessures très graves, donc pas de chance, même les interventions de nos collègues de la santé, etc., qui font des mets et des pieds pour sauver cette personne. Et c'est là qu'on veut faire passer ce message. Ce message qui doit être circulé au niveau de chaque famille, comme il a bien souligné le collègue, c'est que même les parents, ils ont actuellement un quota de responsabilité. Quand on donne une clé de véhicule qui est très puissant, un véhicule qui est très puissant, un enfant, un adolescent, un jeune de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, comme il est bien souligné des paramètres, entre parenthèses, et sont contrôlés derrière, ou par cet enfant, comment il conduit, pourquoi pas l'essayer, effectuer, même l'enfant quand il obtient son permis de conduire, l'accompagner pendant ses premières années, on voit qu'il a un comportement digne, qu'il conduit très bien, qu'il ne gêne pas aussi. Introduire l'accompagnement, c'est aussi très important. Accompagnement, c'est très important. Oui, l'accompagnement des même parents si on a un par un permis adulte. Exactement. Oui, ça se faisait ailleurs. Oui. Ça se faisait auparavant. Oui. Les parents, avant de donner un véhicule à un enfant, il subit un examen d'accompagnement pendant une certaine durée. Là, quand on constate qu'il a cette éducation routière, on peut lui donner les clés de la voiture pour commencer à conduire. Conscientiser le jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la protection civile, vous avez les moyens d'agir en temps et en heure? On sait que, par exemple, il y a des accidents de la circulation qui nécessitent une intervention très rapide. Oui. Est-ce qu'on a les moyens héliportés ou est-ce qu'on compte seulement sur les véhicules de la protection civile? Non, actuellement, dans certaines villes, les grandes villes, il y a la première intervention qui se fait par les motos. Certains Alger, Constantine, Annaba, etc. Mais l'intervention réelle pour prise d'un accident grave, donc il faut des ambulances où on envoie les postes de secours routiers qui sont censés faits pour les accidents de la route. Mais le problème le plus important, c'est que les voies de secours, elles sont bouchées. Donc, des fois, on est sollicité à envoyer. La ligne jaune, exactement, on est sollicité à envoyer sur les deux sens. Et ensuite, on va aider des renforts par les unités secondaires ainsi que les unités principales. Et c'est des agents qui sont envoyés bien formés dans le domaine du secourisme routier pour introduire les secours nécessaires et non aggraver les blessures et l'évacuer dans un état. En zone urbaine, vous pouvez peut-être agir rapidement, mais en zone rurale où parfois les hôpitaux sont éloignés des zones accidentées, est-ce que vous pouvez faire intervenir des hélicoptères ou pas? Est-ce qu'on a les moyens? On a les moyens de faire intervenir les hélicoptères. Actuellement, on fait l'évacuation concernant les personnes malades, les personnes atteintes de brûlure. Ils n'interviennent pas systématiquement. Pas systématiquement, bien sûr. Lorsqu'il y a, ça est sollicité. Mais c'est un projet qui va prendre un peu du temps. Vous avez l'intention d'acquérir des hélicoptères? Inch'Allah, c'est un projet, normalement, qui doit aboutir ça dans les années à venir, Inch'Allah, le secours aérien. Le secours aérien, c'est très important, notamment sur le sud. Ça permettrait de sauver des vies. Mais il ne faut pas oublier que dans le sud, il y a un travail très important de réduire les distances en impliquant, en instaurant des unités spécialement uniquement pour le secourisme routier. Donc, à titre d'exemple, Adrar, Béchar, Tindouf, Ilizi, ça nous a permis un peu de secourir. Mais le problème, on doit parcourir des fois une centaine de kilomètres pour prendre la victime, mais la ramener haut. C'est ça. Il n'y a pas l'infrastructure hospitalière qui suit derrière. Très rapidement, on va faire un dernier tour de table. On a dépassé un peu l'heure qui nous est impartie sur les voies de secours. On les voit toujours encombrées. Les automobilistes l'empruntent à chaque fois comme...
est-ce qu'il y a un problème de circulation, de gestion de la circulation? On est toujours pressé d'arriver un peu plus rapidement, mais la voie de secours n'est jamais respectée. La demande en matière de circulation routière, elle est trop importante. Elle est trop importante par rapport à l'infrastructure. C'est ça. Tout à fait normal. Maintenant, pour retenir le problème des ambulances, c'est vrai, il y a des citoyens qui ne laissent pas les ambulances passer. Oui. On considère ça comme étant une incivilité. Parce que, voilà, est-ce qu'il ne faut pas être plus répressif à ce niveau-là? C'est de l'incivilité, oui, mais peut-être qu'en touchant aux poches de l'automobiliste, à ce moment-là, il aura plus de mal à aller sur la voie de secours. Est-ce qu'il ne faut pas réprimer? On réprimande. Mais il y a certaines... Enfin, on est dans l'urgence. Bien sûr, on laisse une ambulance passer, il ne faut pas prendre un policier. Et pourquoi avant que l'action n'est pas devant les hôpitaux? Maintenant, devant les hôpitaux, les gens klaxonnent. Oui. Et pourtant, pas de policier à l'intérieur. Il y a un problème de civisme. Donc, il y a donc maintenant conduire mal. Conduire mal, il faut retenir que conduire mal est synonyme d'incivilité aussi. Oui. Certes. Il est synonyme d'incivilité. Très bien, un dernier mot, Monsieur Behlouli Hossein, sur aujourd'hui ce que vous venez d'entendre. Peut-être qu'on terminera aussi sur le coût réel aujourd'hui d'un accident de la circulation. Combien coûte une victime ou un accident de la circulation à l'État? J'ai cité durant l'émission quand l'impact économique sur la sécurité routière est évalué en 2017. Donc c'est une étude qui est émanée par le... Très rapidement, s'il vous plaît. En collaboration. Voilà, on a 30 secondes. Elle est évaluée à 100 milliards de dinars. Il me reste toujours la sécurité routière. C'est une mission, c'est une responsabilité de tout le monde, tout concerné. Et parfois d'ailleurs, en Europe, on dit plus, on prend la route, on partage la route. Donc la route, on doit la partager, quelle que soit la catégorie d'usager de la route. Merci pour cette conclusion. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la dernière émission aujourd'hui de questions d'actualité, la dernière pour cette saison. Inch'Allah, on vous retrouvera l'année prochaine pour de nouvelles émissions. Je tenais à remercier, avant de vous quitter, notre rédactrice en chef centrale, Nawal Abada, qui a été d'un grand soutien sur le plan professionnel et que je remercie. Farah Tibouch, la rédactrice en chef adjointe des émissions, que je remercie aussi pour sa perspicacité, le réalisateur de l'émission Hassan Chakour, la script Soraya Hamoudi et toute l'équipe technique de la Régie 2 qui ont été aux petits soins avec nous. Et je terminerai par remercier le directeur de Canal Algérie, à sa tête Ahmed Kateb, le sous-directeur de l'information, chargé de l'information Adel Saadoun et de la production Ahmed Benabi. J'ai dû en oublier quelques-uns, excusez-moi. Merci à tous nos invités pour avoir toujours répondu présents à nos appels. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.